Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le studio 104 de la Maison de la Radio. Nous allons passer donc l'après-midi ensemble pour la suite de cette 6e édition de Médias en scène. Les entretiens et les tables rondes vont encore s'enchaîner cet après-midi. Dans une demi-heure, nous recevrons les patrons des 3 grands groupes de presse, Le Figaro, Bayard, Le Parisien, Les Échos, pour parler des innovations du secteur podcast, appli, web TV. L'un des plus grands producteurs du pays, Pierre-Antoine Capton, sera également avec nous, président du directoire de la société Media One. Il sera avec nous à 15h45 pour évoquer le secteur de la production française, ses évolutions. Avec Alexia Laroche-Joubert, Stéphane Simon-Gomez et Gilles Fressigné d'Arte, on se demandera ensuite comment réinventer le divertissement à la télévision. Ce sera à 16h15. Thierry Ardisson et la patronne de l'INA seront également avec nous ensuite. Ils nous expliqueront comment exploiter le patrimoine audiovisuel pour inventer la télé de demain, la réinventer en tout cas. Et puis on terminera cet après-midi à 17h30 en recevant Hugo Traverse, que vous connaissez aussi sous le nom d'Hugo Décrypte. On se questionnera avec lui sur les différentes façons de réinventer l'information, en tout cas les écritures, les formats. Lui qui cumule plusieurs millions d'abonnés sur l'ensemble des réseaux sociaux avec ses vidéos. Voilà le programme de l'après-midi. À chaque fois, bien sûr, vous êtes invités à intervenir, à poser des questions, n'hésitez pas. Mais je vous propose de ne pas perdre de temps et d'accueillir Mathilde Guinaudot, directrice France d'Ipsos Synthesio, qui sonde nos habitudes de consommation. Mathilde, vous allez nous expliquer comment on consomme aujourd'hui l'information et le divertissement à travers nos écrans. Exactement, merci beaucoup. Bonsoir, bonjour à tous. Je suis ravie d'être avec vous pour débuter cet après-midi. Donc effectivement, je vais vous parler des nouveaux usages des médias du grand public, des Français en tout cas. Alors sont-ils nouveaux ou pas? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Et on va commencer tout de suite. Donc j'ai organisé cette présentation autour de 2 grands thèmes qui sont d'abord, effectivement, on va faire un panorama des usages. Est-ce que les usages ont changé? Est-ce que ce qu'on utilise le plus souvent pour s'informer, c'est toujours les mêmes médias ou pas? Et puis, dans un deuxième temps, on fera un focus qui est plus ma spécialité, je dirais aujourd'hui, sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de croyances, il y a beaucoup de choses qui sont dites. Donc, en gros, entre mythe et réalité, quelles sont les plateformes les plus populaires aujourd'hui et pourquoi les gens les utilisent? Et à travers cela, je dirais la grande question à laquelle on va tenter de répondre aujourd'hui, c'est avant tout, est-ce qu'il y a un vrai changement générationnel dans les utilisations, en tout cas des médias, que font les Français aujourd'hui? Et il y aura une petite séance de questions-réponses à la fin. Alors, on commence par cette première partie, vraiment sur le panorama des usages des médias en France. Alors, je vous fais le topo vite fait. On est Ipsos, on a interviewé 1000 personnes représentatives des Français âgés de plus de 18 ans, et on leur a posé cette question. Quels sont les médias que vous utilisez le plus souvent pour vous informer? Donc, vous avez ici, je dirais, le classement. Donc, la télé reste le média le plus utilisé encore aujourd'hui pour s'informer, quel que soit l'âge. 60%. Arrivent ensuite les chaînes d'information, la radio, les grands journaux et magazines nationaux et la presse régionale, donc le print, la presse. Et puis on a un 3e niveau où arrivent les comptes d'influenceurs, 15%. Des gens nous disent l'utiliser le plus souvent pour s'informer. Les médias qui diffusent exclusivement en ligne, donc ça c'est par exemple Brut, Combini, que sais-je, il y en a plein. Et puis effectivement la presse spécialisée qui est plus en bas, et parce qu'elle répond à une audience plus restreinte, donc c'est plus normal. Ok, donc ce palmarès, finalement, il n'a pas tellement changé. On a l'impression que c'est le même depuis des années. Mais si on regarde maintenant les chiffres par âge, en fait, on va voir que c'est totalement différent. Donc vous avez ici le récap du chiffre au niveau de la France. 60% des Français pour les chaînes de télévision qui l'utilisent comme le média le plus souvent pour s'informer. Et puis vous avez après, je dirais, le détail par âge. Donc ce qu'on voit, je ne vais pas entrer dans le détail des âges, mais ce qu'on voit, c'est que les plus de 65 ans sont en haut et les 18-24 ans sont en bas. C'est que la courbe, en tout cas la pente, l'inclinaison, elle augmente avec l'âge. Donc plus on est âgé, plus on va regarder la télé comme le média le plus souvent, plus on est jeune, moins on va le faire. Et c'est la même chose pour les chaînes d'information, à un niveau différent évidemment, et la radio. Si on s'intéresse maintenant aux médias digitaux, donc les médias diffusant exclusivement en ligne ou les comptes d'influenceurs qui parlent d'actualité, évidemment qu'elles soient politiques, économiques ou financières, on voit que la pente, l'inclinaison, elle est totalement inversée. Plus on est jeune, plus on va aller sur les médias qui diffusent exclusivement en ligne. 21% pour la Gen X, les 18-24, versus 5% seulement pour les plus de 65 ans. Et alors là où il y a vraiment un gap générationnel énorme, c'est vraiment sur les comptes d'influenceurs, comme Hugo Décrypte, dont on vient de parler par exemple, ou Gilles Mito, je ne sais pas, c'est cette chaîne qui est très connue, qui s'appelle Eureka sur l'actualité financière, un ancien trader, qui aujourd'hui vulgarise. On est à 41%
sur les 18-24 ans, alors qu'on n'est plus qu'à 4 sur les 65 ans et plus. Et pour reprendre ce chiffre de 41%, c'est le même que les jeunes qui regardent la télé pour s'informer. Donc en fait, on voit que le paradigme, les réseaux, en tout cas les médias utilisés, changent vraiment dramatiquement en fonction de l'âge. Et on m'a posé une question hier quand j'ai présenté ces chiffres. On m'a dit, mais est-ce que ces jeunes, finalement, ils ne vont pas redevenir comme les plus anciens quand ils vont évoluer dans l'âge ? Je ne pense pas qu'aujourd'hui, si on regarde Hugo Décrypte, par exemple, pour s'informer, demain, on ne le regarde plus, peut-être qu'on regardera quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, oui, je pense que c'est un changement fondamental qui va continuer à perdurer. Ça ne veut pas dire qu'ils ne regardent plus la télé, mais en tout cas, il y a des nouveaux médias qui arrivent et sûrement encore des nouveaux demain qu'on ne connaît pas. Ensuite, on a posé une deuxième question, c'était on s'est intéressé au support. On a dit, OK, on regarde la télé, ça dépend des générations, mais est-ce qu'on la regarde la télé encore sur le sacro poste qu'on a tous dans notre salon ? Et là, le chiffre que vous avez, c'est 92% des gens qui regardent la télé le regardent encore sur leur poste de télévision classique. Donc oui pour la télé, oui pour les chaînes d'information en continu et oui pour la radio, on continue à avoir le poste traditionnel, classique, qui trône au milieu de la maison sur lequel on s'informe. Par contre, on voit que pour la presse, il y a un vrai shift, et on le sait, puisqu'on n'a plus que 53% qui regardent, qui s'informent en tout cas sur la presse régionale en papier, ou 40% pour les grands journaux nationaux. Donc là aussi, il y a un vrai changement. Et on a fait le même exercice par âge, et on voit encore une fois que plus on est jeune, moins on va regarder les supports traditionnels, même si ça reste encore élevé pour la télé, les chaînes d'information en continu et la radio. Par contre, si on va regarder effectivement la presse, le print, on voit que le changement là, il est vraiment présent. Et on a par exemple 45% des 18-24 ans qui, en tout cas, consultent la presse régionale via des supports en ligne, donc via les comptes des grands réseaux de presse, et 31% pour les grands journaux ou magazines nationaux. Donc voilà, là aussi, on voit que le support est en train de changer. Enfin, troisième question et dernière question pour cette partie, on leur a demandé, et ça c'est une question vraiment importante, et on va voir qu'il y a des grosses différences aussi par âge, par génération, dans quels médias vous avez le plus confiance pour vous informer ? Et là, on voit que la presse reste le support numéro 1, en tout cas dans lequel on a confiance pour s'informer. La presse régionale, 69, au même niveau la presse spécialisée, les grands journaux aussi, 66. Après, on va avoir la radio, qui arrive aussi très très fort, 68%. Et puis, on va avoir enfin les chaînes de télévision, donc la télévision. On voit qu'il y a un petit décrochage dans la confiance sur les chaînes d'information en continu. Il n'y a plus que 52% des Français qui pensent qu'on peut avoir toute confiance en ce qu'ils disent. On est à 38% pour les médias diffusant exclusivement en ligne et on n'est plus qu'à 22% pour les comptes d'influenceurs. Donc un vrai décrochage pour les médias digitaux. Mais encore une fois, si on regarde par âge, alors c'est de l'autre côté là cette fois-ci, mais on voit que finalement la confiance elle s'émousse un peu avec l'âge pour les grands médias traditionnels, même s'il reste quand même élevé. On reste à 56% pour la presse régionale, à 64% pour la presse spécialisée par exemple chez les jeunes. Mais là où on voit un shift important et énorme, c'est d'abord effectivement sur les médias en ligne, puisqu'on est 44% chez les jeunes à avoir confiance, alors qu'on n'est que 26% pour les plus de 65 ans. Et alors, si on regarde les comptes d'influenceurs qui parlent d'actualité, là, le shift, il est énorme, puisqu'on passe à 53% des jeunes, vraiment des 18-24 ans, qui ont confiance dans ces influenceurs, alors qu'on n'est plus qu'à 5 parmi les plus âgés, ou même 17 sur la tranche d'avant. Donc en fait, là, et 53, pour reprendre ce chiffre, c'est autant de jeunes qui ont confiance, par exemple, dans la radio. Donc ils consultent davantage, effectivement, ces comptes d'influenceurs, mais surtout, ils y apportent plus de confiance. Et ça, c'est aussi un changement complètement générationnel qui va vraiment changer les habitudes, en tout cas des nouvelles générations. Voilà pour cette première partie. Maintenant, on va faire un focus sur les réseaux sociaux. Et on va essayer un peu de dénouer des mythes et réalités. D'abord, alors pareil, on a interviewé des gens, alors là on est sur les 16 ans et plus, on leur a demandé quel était le taux de fréquentation, pas que le taux de fréquentation, mais on leur a demandé en tout cas sur quelle plateforme ils allaient le plus souvent. Et on voit que finalement, ce qu'on nous avait prédit, la mort de YouTube, etc., la mort de Facebook, etc., on n'y est pas encore. Donc en tout cas, le média le plus fréquenté en France, quel que soit l'âge, et on verra après les différences par âge, mais c'est YouTube, parce que c'est un réseau social qui est multidimensionnel. On peut y regarder, on peut s'informer dessus. On peut aller voir les chaînes de Hugo Décrypte, par exemple. On peut aller aussi regarder un film. Enfin voilà, on peut y faire tout ce qu'on veut. Ensuite, évidemment, il y a les messageries, WhatsApp, Messenger, qui vont arriver parce qu'on y va quotidiennement. Mais Facebook et Instagram restent extrêmement élevés, comme vous pouvez le voir ici.
Ensuite va arriver dans un deuxième niveau LinkedIn, Pinterest, Snapchat et Twitter. Et puis ces grandes plateformes, en tout cas ces grands réseaux dont on nous a dit qu'elles allaient tout bousculer, donc TikTok, Discord par exemple, ou même Twitch, restent quand même à un niveau beaucoup plus bas de fréquentation, puisqu'on n'a que 18% des gens qui fréquentent TikTok en France et 13% pour Twitch par exemple. Maintenant, si on s'intéresse au temps qu'on passe par jour sur chacune de ces plateformes, là, on voit que ça change complètement la donne. Ces deux réseaux qui étaient assez bas en fait dans le taux de fréquentation, TikTok et Twitch, se retrouvent tout d'un coup, respectivement 18% et 13% de la population, se retrouvent tout en haut du classement. C'est-à-dire que c'est sur ces plateformes-là qu'on va passer le plus de temps par jour, sur ces réseaux sociaux qui sont très addictifs, des algorithmes extrêmement performants. Voilà. Alors YouTube aussi est très présent en haut, de même que Facebook et Instagram, qui restent quand même avec un temps journalier moyen passé qui est assez élevé. Et puis arrive dans un deuxième temps, voilà, des Twitter, alors après les messageries c'est autre chose, mais LinkedIn, Pinterest, et puis en bas on a BeReal qui est de par sa nature, puisque c'est le principe, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de se prendre en photo une fois par jour. Forcément, on y passe peu de temps. Mais en tout cas, il y a un vrai paradigme entre la fréquentation et le temps passé sur les réseaux sociaux. Et puis ensuite, on a regardé la publication, parce qu'il est bien beau d'aller sur un réseau social, mais est-ce que j'y suis actif? Est-ce que je publie? Est-ce que je partage? Et on voit, encore une fois, que le classement, il est un peu différent. C'est pas sur TikTok et sur Twitch, là où on passe beaucoup de temps, finalement, qu'on va aller publier. Donc on voit, en fait, que c'est des plateformes où on reste assez passif, encore aujourd'hui. C'est plus, évidemment, les messageries, WhatsApp, Messenger, Instagram, Signals, parce qu'on écrit des mots à son entourage. Mais on va avoir aussi Instagram et Facebook qui restent très élevés dans la publication. Et puis après, dans le deuxième temps, on aura un LinkedIn, un Telegram ou un Twitter. Voilà. Et là, je voulais vous montrer en fait les usages spécialement de la Gen Z. On n'aura pas le temps d'entrer dans le détail de tous les âges, mais on a les chiffres pour ceux que ça intéresse. On voit que finalement, la fréquentation, elle reste élevée sur les plateformes assez, je dirais, classiques, âgées, YouTube, Insta et Facebook. Par contre, comme je vous le disais, c'est pas là où on passe plus de temps. Donc en moyenne, quelqu'un qui est abonné, en tout cas qui est sur Twitch, va passer 2 heures. Donc comme on sait qu'on a en moyenne 2,2 réseaux sociaux par personne, imaginez le temps qu'on peut passer sur les réseaux sociaux. Et par contre, c'est pas sur TikTok ni sur Twitch qu'on va publier le plus, mais on va être plus actif sur des réseaux assez classiques finalement comme Instagram, Snapchat pour les plus jeunes évidemment, et Facebook. Alors, on va entrer maintenant dans les mythes. Le premier mythe, on en a déjà un peu répondu, le premier mythe, c'est la génération Z a complètement délaissé Facebook. On a vu que non, évidemment. Facebook reste la plateforme, le réseau social le plus utilisé, le 3e plus utilisé par la Gen Z, après YouTube et Instagram. Donc ça reste très important. Et devant, effectivement, encore une fois, un Discord, un TikTok ou un Twitch, même si c'est beaucoup plus élevé que dans la population globale. On voit là, on a 48% des jeunes qui vont sur TikTok. On n'est qu'à 18% sur la population française. Mais encore, ces plateformes sont très présentes. Et puis après, on a regardé effectivement par génération quand même sur ce Facebook ce qui se passait. Donc on voit que c'est quand même la Gen Z et les Millennials qui continuent à aller le plus sur Facebook, et ça c'est intéressant. Enfin, ce qu'on appelle les jeunes Millennials, les Early Millennials. Par contre, pour la publication, alors ça c'était hyper intéressant pour nous, c'est plutôt les plus vieux qui sont plus actifs. Ils y vont moins en nombre, mais quand ils y vont, ils continuent à publier beaucoup et à partager, alors que la Gen Z, on verra après, a une utilisation un peu différente aujourd'hui de Facebook. Ils y vont beaucoup, notamment, c'est un peu l'antichambre de LinkedIn, ils y vont pour s'intéresser à des travaux académiques, faire des travaux de groupe dans leurs universités, dans leur lycée. C'est là où on va s'informer aussi sur la vie culturelle, par exemple. On va aller beaucoup chercher des informations, plus qu'on ne va en partager, en fait, et plus qu'on ne va en poster. Le mythe numéro 2, c'est LinkedIn ne s'adresse qu'aux populations déjà intégrées dans le monde du travail. Eh bien, en fait, pas du tout. C'est encore une fois, c'est la Gen Z et les jeunes millennials, les 25-34 ans, qui vont être le plus présents sur sur LinkedIn, pardon. Et pourquoi? Parce qu'en fait, alors dès le lycée pour certains, mais en tout cas à la fac, c'est sûr, on apprend à se servir de LinkedIn. Il y a des cours, même spécialement dédiés à ça, pour mettre en avant son parcours professionnel, ce qu'on veut faire plus tard, aller se renseigner sur les entreprises. Donc ça fait maintenant partie du processus académique des étudiants et des lycéens. Le mythe numéro 3, je regarde juste l'heure pour faire attention que je ne déborde pas. Très bien. Le mythe numéro 3, c'est
ce sont les jeunes qui publient le plus sur Twitter. Eh bien, pas du tout. En fait, encore une fois, ce ne sont pas les jeunes qui vont le plus sur Twitter et ce n'est pas la plateforme sur laquelle ils sont plutôt présentes. Les boomers, on le voit, sont des gens qui vont aller beaucoup plus publier sur Twitter et aussi sur YouTube, ce qui est assez étonnant. Nos amis Gen Z vont plutôt aller publier sur des sites comme Facebook ou Instagram qu'on n'a pas mis ici. Le mythe numéro 4, l'avant-dernier, TikTok est uniquement un réseau social pour se divertir et s'amuser. Eh bien, en fait, pas du tout. Alors, évidemment, on va se divertir sur TikTok, ça c'est une évidence. Mais aujourd'hui, TikTok est beaucoup utilisé, notamment par les jeunes, pour aller, je dirais, accompagner son parcours et son cursus scolaire. Notamment, on a eu une explosion post-Covid, après le lockdown, en fait, de profs qui se sont mis à donner des cours sur TikTok. Et donc, les étudiants sont venus assister à ces cours pour les aider avec des méthodes un peu différentes, plus amusantes, à suivre leurs cours. Et puis, il y a aussi un deuxième usage qui s'est beaucoup développé, c'est des anciens élèves ou des conseillers d'orientation qui viennent parler justement de tous ces problèmes d'orientation, de Parcoursup, de comment évoluer dans la vie académique et universitaire, qu'est-ce qu'on peut faire plus tard, etc., etc. Et d'ailleurs, cette présentation, on l'a fait à différents ministères, de la jeunesse, de l'enseignement supérieur, etc. Les ministères, aujourd'hui, communiquent énormément sur TikTok pour accompagner tous ces élèves et tous ces étudiants dans leur parcours universitaire. Et puis enfin, le dernier mythe qu'on a voulu dénouer, c'est... Alors, j'ai voulu parler de social commerce, on pourrait croire que ça s'éloigne un peu des médias, mais en fait, aujourd'hui, ces plateformes, notamment TikTok, Instagram et Facebook, elles vont offrir à leurs adhérents, aux gens qui viennent sur leur plateforme, un ensemble de services extrêmement large. Donc on pourra venir pour s'y informer, pour s'y divertir, pour aller glaner des informations sur des sujets qui nous intéressent, mais on va aussi y aller pour acheter. Et elle propose aujourd'hui, pour consommer, elle propose ce qu'on appelle des marketplaces. Donc on peut acheter maintenant directement sur Insta, sur TikTok. Ça se développe de plus en plus. Et c'est une forme aussi de comment faire que les gens restent le plus possible sur votre plateforme et n'aillent pas sur les autres. Donc c'est ce qu'on appelle le social commerce. Et ce cinquième mythe, c'est est-ce que le social commerce est la nouvelle tendance d'achat dans la Gen Z ? Donc en fait, au global des Français, le social commerce c'est que 13%. Ça veut dire que seulement 13% des Français ont aujourd'hui acheté directement sur un réseau social. On ne parle pas d'aller sur Le Bon Coin ou que sais-je, ou chez Sephora. On parle vraiment d'acheter via Insta, via Facebook, via TikTok. On a cru au début que c'était une tendance plus féminine. En fait, pas trop. C'est 15% des femmes, donc c'est un peu équivalent en termes de genre. Par contre, oui, on est à 23% des 25-34. Donc ça veut dire aussi, alors c'est pas les plus jeunes, les 16-24 ans, je pense qu'ils ont moins d'argent aussi à dépenser probablement, mais en tout cas c'est une tendance aussi qui va s'accélérer, je pense, et on va avoir une forme de ces nouveaux médias, ces nouveaux réseaux sociaux, ils vont proposer de l'information, du divertissement et aussi de la consommation de plus en plus, et les gens vont y aller de plus en plus. Voilà, et pour finir, on a posé une dernière question qui me semblait intéressante de mettre en conclusion, qui est de dire, le média idéal, en fait, c'est quoi ? Donc c'est une question qu'on a posée aux gens, et j'ai mis en exergue les réponses de la Gen Z et des boomers, parce qu'on voit quand même qu'il y a des belles différences. Donc pour les deux générations, je dirais que c'est avant tout un média qui aborde tous les sujets, qui s'adresse à tous les publics, des sujets approfondis sur un ton sérieux. C'est le cas pour les deux générations, même si évidemment c'est beaucoup plus le cas pour les boomers que pour la Gen Z. Mais on voit aussi que pour les plus jeunes, c'est aussi, dans une moindre mesure, mais quand même, un média qui propose des formats courts, faciles à comprendre, divertissants, des lives avec des experts, donc un modèle plus lié aux réseaux sociaux, évidemment. Et aussi, il s'adresse à une cible communautaire. Et c'est là où il y a la plus grosse différence, je dirais, entre les deux générations. On voit bien qu'il n'y a que 8% des boomers qui disent qu'ils veulent des médias qui s'adressent à une cible communautaire, alors qu'on est à 38% chez la Gen Z. Ce qui veut dire que le fait de se retrouver entre soi sur un sujet qui l'intéresse, sur un média qui lui est dédié, sera une demande de plus en plus forte aussi pour ces générations. Donc c'est une façon aussi de réfléchir différemment à l'information qu'on propose aux différentes générations. Voilà. Merci. Je ne sais pas si vous avez des... Merci à vous. Effectivement, on va passer à... On va passer à la séquence de questions. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. C'est le moment ou jamais. On a 5 minutes
pour nous. On a des micros à vous tendre dans la foule. En tout cas, moi, j'ai appris beaucoup de choses. Je fais partie des gens qui avaient peut-être effectivement des mythes en tête. Je ne pensais pas que les jeunes étaient encore aussi présents sur Facebook. Et oui, c'est le grand mythe. Et c'est vraiment la découverte pour moi de l'après-midi. Donc, merci pour ça. Pour des usages différents, en fait. Ce que je disais, c'est un retour à la version initiale de Facebook où on informe beaucoup les étudiants sur leur vie universitaire, ce qui était au départ ce que voulait faire Mark Zuckerberg à Harvard. Donc, c'est un retour vers le futur, presque. Et cette forme de passivité aussi, parce qu'on passe du temps sur le réseau sans forcément y publier. Et voilà. C'est intéressant aussi de voir quels peuvent être les usages de ces réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? À la lumière de ce qu'on vient de dire, est-ce que vous avez des points d'interrogation? J'ai pas forcément une très bonne vue dans l'obscurité, mais n'hésitez pas à lever la main, ici à gauche. La première est toujours compliquée. Bonjour. Bonjour. Je me demandais ce que vous appelez cible communautaire et du coup à qui on pourrait s'adresser pour cibler une cible communautaire. Alors, merci. C'est un mot qui est un peu souvent galvaudé, communautaire. Je pense que dans le sens, là, d'ailleurs on l'avait expliqué quand on a posé la question, cible communautaire, c'est plutôt avoir un média qui s'adresse aux gens qui ont les mêmes intérêts que moi. Donc ça peut être des choses qui sont de l'ordre du politique, par exemple, mais aussi ça peut être des choses très simples comme des gens qui s'intéressent à l'aviation, par exemple. Enfin, c'est en tout cas, je veux être informé et avoir un média qui est dédié à mes intérêts et qui ne parle que de mes intérêts, avec tous les risques que ça peut engendrer en termes je dirais, de pensée un peu unique derrière, puisqu'on n'est que dans l'entre-soi quand on a des médias de ce type. Et le risque, finalement, c'est de s'enfermer aussi. On le voit beaucoup sur Twitter, X aujourd'hui, finalement, avec des milieux qui communiquent entre eux et qui n'ont pas forcément d'ouverture. Exactement. Alors après, Twitter, c'est pas le plus gros média en France. Il y a des pays où c'est beaucoup plus développé. Ça reste une cible particulière qui est plutôt la Gen X. Et vous constatez, vous aussi, cette baisse justement de fréquentation sur X? Alors, on ne vient pas de le faire avec tout ce qui vient de changer. Ça serait intéressant qu'on refasse et qu'on voit s'il y a une baisse sur X. Mais je pense qu'il y en aura une, ouais. Une question ici en bas à gauche. Est-ce que dans l'utilisation de Facebook, vous avez compté Messenger? D'ailleurs, c'était dans la liste. Messenger était bien séparé de Facebook. Tous les plateformes de l'univers Meta, Insta, Messenger, WhatsApp, étaient séparés les uns des autres. Je rappelle la question, est-ce que vous aviez compté Messenger dans l'utilisation de Facebook? Parce que tout le monde n'a peut-être pas entendu. Une autre question à gauche. On vous apporte un micro. Bonjour, je me demandais si vous avez des pistes d'explication sur la propension à publier beaucoup plus chez les boomers que chez les plus jeunes. Bonne question. Est-ce qu'on a des pistes? Alors, je pense que tout le monde publie, mais tout le monde ne publie pas sur les mêmes réseaux, en fait. Les jeunes vont continuer à fréquenter ces gros mastodons que sont Instagram et Facebook, en tout cas en France. Par contre, ils publient peu. Ils vont pas mal publier quand même sur Insta, les jeunes, beaucoup plus. C'est peut-être celui où on va publier le plus. Par contre, effectivement, ils sont assez passifs sur TikTok ou Discord ou Twitch, alors qu'ils y vont beaucoup. Peut-être parce que les formats sont un peu différents aussi. Par contre, sur Twitch, il y a beaucoup de live streaming, où ça se porte moins à la publication. Voilà, ça dépend aussi des formats de chaque plateforme, je pense. Mais j'ai pas de grande explication, pour être très honnête. Il faudrait qu'on creuse. On va y réfléchir. Deux questions, là-bas. Bonjour. Je ne pas le micro. On vous entend. On m'entend? D'accord. Ouais. Bonjour tout le monde. Alors, j'ai une question, c'est comment ne pas créer un entre-soi finalement, tout en cherchant à avoir une communauté plus large? C'est une bonne question. Je pense que, j'en sais rien, mais en tout cas, j'imagine que l'avenir sera. Je pense qu'il y aura toujours des grands médias nationaux, multi-sujets, sérieux, mais qu'on devra cohabiter avec des médias beaucoup plus effectivement communautaires, restrictifs, qui vont traiter d'un sujet. C'est pas nous qui allons choisir en fait. Je pense que ça va se développer naturellement, ça va être organique, et les deux vont communiquer entre eux de façon importante, et que les gens fréquenteront les deux en fait. C'est pas un choix de l'un ou de l'autre. Puisqu'on voit aussi que même chez les jeunes, les médias généralistes restent importants aussi, mais ils ont une affinité plus grande pour avoir en plus des médias plus communautaires. Une deuxième question à côté. Il y a la personne en rose avait... Non, c'est finalement non. Bonjour. 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 Moi, j'aimerais vous parler un peu plus de Twitter parce que l'étude que vous nous présentez, elle a été faite à quel moment? Elle a été faite, alors c'est pas la même étude les deux parties, elle a été faite en mai 2023.
cette année, Ouais. en mai. Cette Nous année, ouais. savons combien Twitter ne s'appelle plus Twitter, il s'appelle X. Bien sûr. Ouais. Combien Twitter a changé. Et donc, les chiffres que vous nous donnez, on ne peut pas vraiment s'en référer aujourd'hui. Et vous savez, Question. alors, on fait cette étude tous les ans, hein, Oui, je me et je doute. peux vous dire que les chiffres ne changent pas fondamentalement. Les gens imaginent que d'un coup, on a eu ça, les gens nous disaient TikTok va arriver en numéro, pas du tout en fait, ça évolue très doucement. Donc probablement, on va le refaire en mai l'année prochaine, on le fait tous les ans. Les chiffres, là, ça veut dire qu'ils ont 5 mois, ça n'a pas changé fondamentalement les choses. Hein. Peut-être que Twitter a un peu baissé, et encore, ou X comme on dit maintenant, mais je voudrais bien vérifier, je ne suis pas tellement certaine en fait, il faudrait voir. Merci. Énormément de changements depuis au moins 5 mois, ça c'est clair. Ouais. Et donc c'était la question. Enfin, Ah, voilà. on Donc verra. là, on parle que du public, c'est clair. Oui, tout à fait. Ah oui, Merci. bien sûr, on parle du Merci. public. Ouais. Merci pour vos questions. Merci beaucoup. On est désolé, on est pris par le temps. Il faut que les choses s'enchaînent. Merci beaucoup, Mathilde Merci Guinaudot, beaucoup. directrice France d'Ipsos Synthesio, pour cette présentation à la fois très claire et très détaillée. Merci à vous.